Allez, bonjour à tous, bienvenue dans le QG de Télé-Grenoble, 40 minutes chaque semaine en tête-à-tête avec un élu du territoire dont les décisions impactent directement sur notre vie quotidienne. Aujourd'hui, je reçois Yannick Neuder, bonjour. Bonjour. Alors Yannick Neuder, vous êtes vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche, de l'innovation, du numérique et des fonds européens. J'ai été obligé de regarder ma fiche pour ne pas en oublier. Je ne sais pas si on aura le temps de parler de tout ça au cours de cette émission, puisque vous êtes également président de la communauté de communes de la Bièvre-Isère, qui regroupe une cinquantaine de communes du nord du département, autour de la côte Saint-André et Roibon, à peu près 60 000 habitants sur ce territoire. Vous êtes également le président en Isère des Républicains et chef de service cardiologie au CHU de Grenoble. Ça fait beaucoup de fonctions importantes. Comment vous faites pour tout gérer ? Je crois que tout ça n'est pas arrivé immédiatement, donc tout ça s'est construit progressivement. J'ai toujours combiné activité professionnelle et mandat local. Donc après, les choses doivent se complémenter sans s'opposer. Et je pense que le fait d'avoir une activité professionnelle permet de maintenir une certaine liberté dans sa vision politique et inversement de prendre le recul nécessaire, notamment pendant la période de Covid. Et puis je ne suis pas non plus à temps plein sur mes fonctions hospitalières, ce qui est clairement, puisque j'ai effectivement un temps de décharge pour effectuer mes mandats. La démocratie est ainsi faite qu'on puisse effectivement ne pas avoir que des élus professionnels et c'est tant mieux. Vous arrivez à enfiler la blouse blanche toutes les semaines Oui, bien sûr. À l'hôpital de Grenoble ? Bien sûr. Ça vous permet peut-être aussi d'avoir ce pied, on va dire, dans la réalité, de relativiser les psychodrames de la politique quand on voit, par exemple, ce qui peut se passer dans certains services à l'hôpital ? Moi, je crois surtout que si on veut changer, comme vous l'avez présenté, la vie des gens, je pense que c'est important de bien la connaître. Donc moi, je ne veux pas catégoriser les élus en disant il y en a qui sont dans la vraie vie, il y en a alors qui sont dans la fausse vie. Non, je pense que quelque part, et je pense que c'est vraiment l'ambiance nationale, c'est que quand on veut finalement donner le ton, qu'on soit au niveau territorial, qu'on soit au niveau national, c'est toujours mieux de savoir de quoi on parle. Donc je pense que les mandats locaux sont très complémentaires avec une activité professionnelle. C'est plus étonnant quand on devient vice-président de région de poursuivre une activité professionnelle. Mais moi, j'ai commencé ma vie d'élu local par maire d'une commune de 3500 habitants. Heureusement que tous les maires des petites communes gardent une activité professionnelle. C'est une fonction, ce n'est pas un métier. Alors vous avez plusieurs échéances importantes qui vous attendent. Là, c'est plutôt la casquette du patron des Républicains en Isère qu'on va garder pendant quelques minutes. Dans les prochaines semaines, il y aura l'échéance présidentielle. La campagne a déjà bien démarré. Puis ensuite, les législatives. Vous aviez soutenu Michel Barnier lors de la primaire des Républicains en novembre dernier. Vous annonciez même une surprise, vous l'espériez? Vous avez dû être déçu du résultat? Quand on s'engage derrière un candidat, on espère toujours qu'il va gagner. Après, je rappelle que c'était, entre guillemets, un choix interne et que les règles du jeu étaient clairement posées. C'est-à-dire que quel que soit le résultat, l'idée, c'était d'être unis pour la présidentielle, ce qui est le cas. Donc, effectivement, je m'étais engagé auprès de Michel Barnier parce que c'est un homme politique que je connais depuis de longues années. Je suis vice-président à l'Europe, donc je l'ai beaucoup côtoyé au niveau européen. Et effectivement, c'était mon choix, mais nous sommes tous derrière Valérie Pécresse, Michel Barnier le premier. La primaire, ça a aussi permis aux différentes fédérations de se compter, puisqu'il fallait être à jour de ces cotisations pour les adhérents. En Isère, combien d'encartés officiels on doit être un peu plus de 2000. Ce qui fait une jolie fédération. Je crois qu'on est quasiment dans le top 10 des fédérations françaises. Et je crois qu'au-delà de ce compter, c'est surtout de montrer que finalement, malgré tout ce qui s'est passé ces 5 dernières années en politique, en France, eh bien, quelque part, la droite, les républicains gardent finalement une architecture finalement solide par rapport, quand on compare aux différents partis de gauche, et que finalement, peu de gens pensaient que finalement, cet regroupement interne, cette primaire, permettrait finalement de décider d'un candidat, d'une candidate, et d'être globalement unis. Alors, c'est jamais l'unisson à 100%, ça n'existe pas. Mais je trouve qu'il y a eu une forte mobilisation,
que c'est quelqu'un qui a été élu par ses pairs. C'est aussi un symbole, le parti du général de Gaulle qui met une femme pour conduire une bataille. C'était une première. Et je crois qu'il y a une dynamique qui est en train de se mettre en place autour de la candidate, puisque dans les différents sondages, ce n'est que des sondages, mais on montre que finalement, ce qu'on a voulu nous annoncer depuis de nombreux mois, voire de nombreuses années sur le match Macron-Le Pen n'est peut-être pas si certain que ça. Et peut-être qu'il n'y aura peut-être pas un troisième homme, mais une troisième femme. Alors, en 2017, la droite était également en tête dans les sondages. Et puis, il y a eu un petit caillou, un gros caillou, qui s'appelait Pénélope Fillon, qui a fait perdre l'élection à son mari, François Fillon. Cette année, il y a un autre caillou qui a changé de nom, qui s'appelle Éric Zemmour, qui est là aussi pour embêter un peu les desseins de la droite. Comment vous analysez sa venue un peu surprise depuis quelques mois dans le paysage politique français ? Comme vous, comme un peu une surprise. Je pense qu'effectivement, personne n'avait peut-être vraiment vu tout ça. Après, il faut laisser aussi voir si tout ça va se concrétiser. Je pense qu'il faut obtenir 500 signatures. Donc, on va voir tout ça. Moi, je n'ai pas d'avis particulier. En tout cas, pour moi, ce n'est pas les valeurs de la droite, de LR, qui sont portées par Éric Zemmour. Donc, pour moi, j'entends, mais ce n'est pas complètement mon sujet. Vous souhaitez qu'il ait ces 500 signatures ou finalement, vous vous dites, s'il ne les a pas, c'est pas plus mal ? C'est-à-dire que c'est une question délicate parce que je crois que globalement, ça fait consensus, quels que soient les bords politiques, et ça passe par aussi bien David Lisnard, le président de l'Association des maires de France, que par Gérard Larcher. Quelque part, je pense que l'élection présidentielle, puisqu'on a décidé, la Ve République permet justement que ça soit chaque citoyen qui élise son président, ça pourrait être différent. Je pense qu'il paraît normal que tout le monde puisse se présenter. Donc je pense que c'est pas tant le fait de savoir s'il va avoir ou pas avoir ses signatures. Je pense qu'on ne devrait probablement pas obliger ce goulot d'étranglement des 500 signatures parce que c'est compliqué, et je pense que si on ne permet pas aux extrêmes, quels qu'ils soient, de s'exprimer, on devient en gros sur des votes qui personne ne s'exprime et ose dire les choses. Donc je pense que ça nuit au débat, et je pense que si on veut effectivement un filtre par les élus locaux, à ce moment-là, faut-il le laisser anonyme ou pas? Parce qu'au nom de la démocratie, soutenir la candidature d'Éric Zemmour, je peux entendre que dans des communes de 300-400 habitants, où globalement tout le monde se connaît, je pense que pour les élus locaux, ça doit être compliqué à porter. Et je pense que c'est très compliqué le double discours de dire « je ne partage pas les idées de M. Zemmour, mais au nom de la démocratie, je le soutiens ». On commence à être dans des trucs un peu compliqués. Donc je pense que quand ça devient compliqué, c'est que c'est le système qui est mal fait, et je pense qu'il faut qu'on trouve une autre façon pour permettre aux gens, quelle que soit leur tendance politique, de pouvoir se présenter à la présidentielle. Donc c'est un faux débat là. Il faut qu'on modifie ce sujet-là. Ce ne sera pas pour cette échéance en non, tout cas. Mais je pense que ça se discute. Alors avant de savoir s'il sera ou pas candidat avec ses 500 signatures, Éric Zemmour a commencé quand même à faire quelques dégâts dans votre famille politique. Il y a quelques jours, le vice-président des Républicains, Guillaume Pelletier, a décidé de changer de camp. C'est le numéro 2 ou l'ancien numéro 2 du parti, donc c'est pas rien quand même. Comment vous avez analysé ce départ ? Mais pour moi, c'est un non-sujet, au sens que, en fait, on va s'intéresser sur un qui est parti, mais moi je vois surtout en creux que tous les autres sont restés, et que ce qui aurait été dramatique, c'est que les 4 candidats... Vous ne pensez pas qu'il y en aura d'autres dans les semaines qui viennent ? Moi, je ne le pense pas. Je ne le pense pas parce que je pense que Valérie Pécresse a une ligne, elle a une architecture, elle a une vision pour le pays, elle connaît ses dossiers, c'est ce qui a été vraiment sa force dans les débats. Après, oui, effectivement, qu'il y ait une façon de clarifier. Si cette primaire, si ces différentes candidatures permettent de préciser les choses, moi, je pense que ça a au moins la clarté de dire que les Républicains ont mis effectivement une barrière claire entre l'extrême droite et la droite. Après, ce qui ne veut pas dire que, en fait, du moment que les électeurs se retrouvent
dans notre vision politique pour la France, qui est surtout, en gros, recensée sur l'activité économique, le travail pour tous, favoriser le mérite. Après, si toutes ces valeurs qui sont clairement identifiées, qui sont celles de la droite, permettent aux gens qui avaient voté à l'extrême droite de venir nous retrouver, moi j'en suis satisfait. On n'est pas obligé d'aller flirter avec des thématiques essentiellement de l'extrême droite sur l'immigration et tout ça pour avoir une ligne directrice. Et je pense que justement c'est ce qui est la force. Et je pense que maintenant je pense que c'est vraiment clair et que quand on avait, je me rappelle de la campagne de 2015 que j'avais conduite en Isère et ailleurs, aux côtés de Laurent Wauquiez, quand nous avions expliqué notamment qu'il fallait sécuriser les lycées, qu'il fallait sécuriser les transports avec la vidéoprotection et tout ça, ça nous faisait traiter de droite extrême, je voyais bien le jeu de mots. Maintenant, quelle commune, quel lycée, quelle rame de RER ne veut pas sa vidéoprotection? Donc, je crois que c'est des thèmes où il faut clairement se les approprier. C'est des sujets qui sont effectivement la sécurité de notre ADN, mais qu'on ne peut pas faire un programme politique essentiellement sur ça. Donc il faut un programme économique, il faut un programme social et il faut un programme sur l'écologie, sur l'environnement. Et je pense que c'est toute notre différence justement par rapport à peut-être Monsieur Zemmour, par rapport à Madame Le Pen, qui au-delà de leur sujet très sécuritaire, très identitaire, on n'a pas tellement la vision sur l'économie notamment. Vous le classez clairement à l'extrême droite, Éric Zemmour, dans son positionnement politique. Je ne suis pas qualifié pour étiqueter qui que ce soit, mais enfin, je crois plutôt comprendre que, en tout cas, ce n'est pas la droite classique. Au sein des Républicains, ici en Isère, il y a des tentations de certains adhérents de faire comme Guillaume Pelletier. Il y a eu une tribune avant-hier de 1400 encartés militants aux Républicains qui annonçait également changer de crèmerie, j'ai envie de dire. Oui. Alors, écoutez, moi, je n'ai pas connaissance en Isère de quelque chose d'important, que quelques militants aient peut-être décidé de s'engager derrière Éric Zemmour, probablement. Après, avant que vous me posiez la question, que le maire de Charvieux, Chavagneux, ait décidé de s'engager aux côtés d'Éric Zemmour, c'est une non-surprise. Il l'avait déjà fait en 2017. Il l'avait accueilli en novembre. Donc, dans un grand voilà, premier meeting. Je crois je dirais qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil de ce sujet-là. Il y a une vraie personnalité particulière de Gérard Desemps dans sa commune et dans son territoire. Tout le monde le sait. Bon, voilà effectivement les images du meeting qui avait été organisé à Charvieux-Chavagneux à la fin de l'année. Dans votre équipe, quand même, au sein du conseil régional, il y a aussi une élue qui a rejoint Éric Zemmour, Catherine Bols, qui était sur votre liste. Elle va rester dans votre groupe à la région? Écoutez, par sympathie pour Catherine Bols, quand effectivement elle vivait au même moment un drame personnel, donc je pense que c'est un sujet où par décence je ne suis pas revenu vers elle. Nous l'évoquerons le moment venu, mais je ne suis pas très inquiet sur la volonté de Catherine Bols de rester dans la majorité régionale et de ne pas peut-être s'être fait un petit peu embarquer au-delà de son aspiration. Mais on lui posera la question, effectivement. Valérie Pécresse, vous l'avez dit maintenant, c'est le leader de la droite pour ces élections. Elle a des mots très durs en ce moment sur le bilan d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous partagez son analyse ? Je ne sais pas s'il y a des termes particuliers qui m'auraient échappé. Je crois que moi, je crois surtout qu'il y a quand même, moi, les premiers points qui m'étonnent toujours, c'est, je pense, une forte déconnexion quand même par rapport au territoire. Alors, par rapport aux territoires locaux, très local, le bloc communal, naturellement. Mais après, on peut se dire, commune de 3 000 habitants, intercommunauté de 60 000 habitants, c'est peut-être le décrochage normal. Moi, je l'ai vécu au niveau de la région, où effectivement, on sent bien que moi, en 6 ans de mandat régional, bientôt 7 ans, et une grande partie sous l'ère de la présidence d'Emmanuel Macron, moi, je suis toujours étonné, globalement, d'être très peu en contact quand les ministres viennent sur le territoire
territoire régional de n'avoir très peu de temps d'échange, voire quasiment pas. Sur le point de vue régional, je siège à Région de France, on a des comités État-région. Je ne sens pas que le point de vue des territoires soit complètement entendu. Et pourtant, je crois que la crise sanitaire a clairement illustré que finalement, beaucoup de solutions émanaient de la base, des territoires, des organisations. On a encore vu les maires là, qui jeudi, grâce à leur mobilisation, ont permis justement d'accueillir les enfants des soignants pour que ces mêmes soignants aillent justement travailler et soigner les autres. Et tout ça ne vient pas de l'État. Il peut faire des injonctions, mais le travail local est vraiment vu. Donc moi, je dirais que effectivement, premier carton rouge sur la relation avec les élus locaux. Je pense c'est pas qu'il faut traiter les élus locaux, c'est que je pense que c'est une force indéniable sur nos territoires. Moi, ne serait-ce que modeste président de Bièvre-Isère, j'ai 900 élus locaux qui sont pour la grande partie bénévoles. Et si tous ces gens ne faisaient pas le travail qu'ils font sur les 54 communes de nos territoires, ça marcherait beaucoup moins bien. Ensuite, il y a des grands sujets sur lesquels je pense qu'on n'est pas allé au bout. Je ne dis pas que rien n'a été fait. Moi, je pense que jamais rien n'est blanc, rien n'est noir. Mais je pense que sur la réforme des retraites, alors on va expliquer que c'est peut-être la crise du Covid, mais il y a quand même un sujet qui n'a pas été abouti. Donc je pense que ces sujets sont quand même... Puis il y a une façon d'être peut-être qui, je crois, s'est beaucoup traduit ces derniers jours sur effectivement, je reprends les termes, emmerder les non-vaccinés. Je dirais surtout que je trouve qu'on se sort de ces situations-là par des pirouettes médiatiques qui relancent le bug. Mais si on avait obligé, dès le départ, en expliquant aux gens que c'est une mesure de santé publique que de se vacciner, tous les enfants, sauf dérogation, sont vaccinés avec un certain nombre de vaccins qui s'est même augmenté durant l'ère du président Macron. Un certain nombre de pays, vous ne pouvez pas vous y rendre si vous n'êtes pas vacciné, notamment contre la fièvre jaune. Donc, il y a de l'obligation vaccinale en France. Donc là, je crois qu'il n'y a pas eu le courage politique d'aller jusqu'à l'obligation. Et donc, on essaye de trouver des contraintes, passe vaccinal, passe sanitaire. Et je pense qu'on est quelques-uns de tous bords politiques confondus. André Valigny avait d'ailleurs fait une tribune sur l'obligation vaccinale. Et au moins, je pense qu'on était clair, c'est-à-dire qu'on demandait aux gens, on obligeait de se vacciner. Puis après, si vous n'étiez pas vacciné, alors à ce moment-là, on traitait le pourcentage qui avait décidé de ne pas se vacciner. Mais voilà, et ça permettait d'avoir des mesures moins contraignantes sur ceux qui l'étaient. Et je trouve qu'on est en train d'habiller par des contraintes, avec des dérapages qui sont probablement contrôlés et volontaires. Donc à qui profite le crime de ce dérapage verbal et surtout écrit? Il n'est pas verbal justement, parce que c'était une interview écrite. Donc je pense que quand on est président de la République, on ne dit pas ça. Et si on dit ça, c'est que c'est volontaire qu'on le fait. Donc je ne pense pas que c'est des solutions qui conviennent aux Français, quelle que soit la couleur politique, parce qu'on est plutôt dans des moments de crise et on essaye plutôt de rassembler le pays pour s'en sortir, parce que quels seront les impacts financiers, ou alors sanitaires, on le sait, malheureusement on est en plein dedans, mais financiers, parce que le quoi qu'il en coûte aura un prix. Et là, on n'est pas en train de créer la dette de nos enfants, mais de nos petits-enfants. Et qui restera à bord à l'été quand effectivement il n'y aura plus d'aide de l'État une fois que les élections seront passées? Et je pense que c'est plutôt sur ces sujets-là qu'il faut réfléchir. Alors Emmanuel Macron, qu'on annonçait à Grenoble ce week-end pour le lancement officiel de Grenoble, capitale verte européenne. Finalement, il ne vient pas. Ça vous a surpris qu'il ne vienne pas sur un rendez-vous symbolique comme celui-là autour du climat? Je ne sais pas. C'est vrai qu'on a la présidence française pour l'Union européenne. Donc, dans ce cadre-là, sa venue aurait pu l'illustrer. Sa non-venue, on va considérer qu'il a un autre dossier plus important. Je ne gère pas l'agenda présidentiel. Après, il faut savoir ce qui est derrière Capitale verte européenne. Quel est le sujet? Est-ce que c'est une opération de communication? Est-ce que c'est une vraie volonté nationale, puisqu'on est dans le cadre de la présidence française pour l'Union européenne? Donc, je ne sais pas. En tout cas, ça interroge. En tout cas, ce qu'il serait dommage, c'est qu'il ne faut pas que ces 6 mois de présidence française de l'Union européenne soient entachés, d'une part, une grande partie déjà de la présidence va être soumise à période de réserve du fait des périodes électorales, donc le calendrier
est pas si favorable que ça, quoi qu'il en soit. Et il ne faut pas que le restant du calendrier soit uniquement utilisé pour un tremplin électoral et de faire une promotion pour la présidence de la République. Je pense que c'est pas ça que, en tout cas, je pense que les autres pays européens attendent d'une présidence d'un des grands pays fondateurs de l'Europe. Alors, 6 mois, c'est dans l'éventualité où Emmanuel Macron soit réélu, puisque si jamais en avril, les Français en décident autrement, le mandat à la tête de l'Europe sera écourté. Vous évoquiez la gestion de la crise sanitaire. Quel regard vous portez sur l'action du ministre de la Santé, que vous connaissez bien? Vous avez été collègue au sein du CHU de Grenoble, Olivier Véran. Vous diriez qu'il a bien géré la crise. Là, on le voit en visite justement avec Laurent Wauquiez au centre de vaccination d'Expo il y a quelques mois. Je crois que dans des périodes comme nous sommes actuellement, je trouve que c'est pas approprié d'aller critiquer un ministre en exercice de la santé, aussi fut-il collègue à l'hôpital. Je pense que c'est une situation quand même relativement inédite. Voilà, moi je pense que c'est probablement pas simple. Je pense qu'il fait au mieux. Voilà, il y a un certain nombre de choses où je pense que ça peut s'améliorer. Je pense qu'on gagne toujours en vérité, c'est-à-dire que je pense qu'il est préférable de dire qu'on n'a pas de masque plutôt de dire qu'on n'a pas besoin d'en mettre. Donc là, je vois bien qu'il y a eu quelques habillages politiques. Après, écoutez, il faut essayer de faire au mieux. Espérons surtout que cette crise soit derrière nous et que cette 5e vague confère une sorte d'immunité collective pour que globalement, avec la vaccination, la persistance des mesures barrières et puis l'immunité collective, puisque globalement, on va tous contracter Omicron si c'est déjà fait, pour qu'on puisse passer à autre chose. Après, on ne tire pas sur l'ambulance quand elle vient essayer de s'occuper d'un sujet. Bon, Olivier Véran, qui d'ailleurs a le Covid en ce moment. Et je lui souhaite bon rétablissement. Et ben voilà. Il y en a un autre élu. En tout cas, je veux simplement dire qu'il ne ménage pas sa peine. Ça, c'est sûr qu'on le voit. Je pense que non, mais au-delà de le voir, je pense que voilà, je pense qu'il a fait le job. Après, on peut critiquer le job, on peut critiquer certaines postures qui sont un peu trop politiques à mon goût et un peu moins médicales, mais il aura fait le job. Après, voilà. Bon, lui aussi a eu le Covid il y a plus d'un an. L'ancien sénateur de l'Isère, Jean Faure, a frôlé la mort à cause de cette maladie. Heureusement, l'élu du Vercors est solide et il était notre dernier invité avant les fêtes de Noël. Je lui ai demandé, comme c'est la tradition dans cette émission, de vous poser une question. Yannick Noder, elle concerne justement l'épidémie actuelle qui a failli lui coûter la vie. On l'écoute. Yannick, tu es un grand monsieur parce que tu as des responsabilités politiques énormes, avec Bièvre Valoir, avec la vice-présidente de la région et président des Républicains. Mais tu as aussi un métier extrêmement difficile où tu es considéré parmi les meilleurs. Le problème, c'est que le Covid relie les deux. Il relie l'homme politique et il relie le médecin. Or, aujourd'hui, on s'aperçoit que tout le monde est un peu perdu. Il n'y a pas réellement de réponse médicale à ce problème et il n'y a absolument aucune réponse politique sur l'avenir, s'il devait y avoir des séquelles, qu'est-ce qui pourrait se passer si on ne connaît pas la totalité. Donc je voulais te demander comment espères-tu, dans ces deux fonctions importantes que tu occupes, à apporter ta contribution pour essayer de quand même alléger un peu la peine des gens. C'est une longue question. C'est une longue question. Alors, tout d'abord, je vais dire deux choses à Jean Faure. La première, je vais lui souhaiter un bon anniversaire, parce que je crois que c'est hasard du calendrier, mais aujourd'hui, je crois que Jean Faure fête ses 85 ans. Donc, je pense que c'est le renard du Vercors, avec un superbe livre qu'il a écrit et que je conseille à tout le monde. On passe un bon moment. Il me l'a offert avant les vacances de Noël. Et le deuxième sujet, au-delà de son anniversaire, je crois qu'il y a beaucoup de bon sens dans ce que dit de Jean Faure. Cette épidémie, on ne la connaît pas. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, je disais qu'il ne faut pas tirer sur l'ambulance. Qui peut prétendre avoir fait mieux sur ce segment-là? C'est compliqué. L'histoire nous le dira. Il y a beaucoup de choses à évaluer. Il y aura effectivement l'impact sanitaire, le nombre de morts du Covid. Et puis quelque chose qu'on n'évoque peut-être pas suffisamment en ce moment, c'est les effets collatéraux. Combien de gens seront décédés par non prise en charge? Parce que ça, c'est quand même... D'autres pathologies. Sur
sur d'autres pathologies, hein, on a une déprogrammation qui est massive dans les différents hôpitaux publics, privés et autres, par manque de place en réanimation. Donc, effectivement, certaines interventions peuvent se déprogrammer quand on est dans du fonctionnel. On peut se faire mettre une prothèse plus tard. C'est de la gêne fonctionnelle. Mais certaines pathologies, vous le comprenez bien, qu'elles soient cardiaques, alors elles touchent plutôt ma spécialité, mais aussi des cancers. Déprogrammer, ça veut dire parfois des pertes de chance. Je crois qu'Axel Kahn avait travaillé sur le sujet et commençait à avoir des chiffres qui étaient vertigineux. Donc, pour répondre à Jean-François, je crois qu'il faut être pragmatique, essayer de répondre le maximum de nos possibilités aux gens, essayer de plus rassurer les gens aussi, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont perdues dans cette situation-là, parce qu'il n'y a plus de repères professionnels, il n'y a pas de repères familial, ils ont perdu des proches, et puis d'essayer d'apporter un peu de solutions sur les territoires, au plus proche des gens, parce qu'on voit bien qu'il y a un repli sur soi, les gens ont très envie d'aller vers les autres, mais il y a un repli sur soi, et je pense que la meilleure des postures, c'est d'être pragmatique, de répondre aux problématiques des gens, à leur angoisse, et puis d'essayer d'apporter des solutions de bon sens, notamment sur les territoires, et on y reviendra tout à l'heure. Alors, on voit là quelques images du CHU de Grenoble, et notamment des services de réanimation où certains malades peuvent passer plusieurs semaines. Vous l'avez dit il y a quelques minutes, vous êtes favorable à la vaccination obligatoire justement pour réduire ce nombre de cas graves. En fait, c'est pragmatique. On sait très bien qu'il y a beaucoup de personnel déjà qui ont le Covid. On a des taux d'absentisme qui sont importants, hein, qui sont voisins autour de 10%. C'est 2-3% de plus que d'habitude. On voit que la situation dans les hôpitaux, normalement, selon les simulations Pasteur ou autres, vont être proches des premières vagues, hein, avec à peu près 30 000 patients hospitalisés en France vers fin janvier. Donc, et une capacité à créer des lits de réanimation qui est au plafond. Donc, effectivement, et on voit bien quand même que les non-vaccinés sont plutôt ceux qui font plutôt des formes graves. Donc, effectivement, il faut encourager les gens à se faire vacciner, mais surtout leur dire que s'ils font un Covid, ils se mettent en danger naturellement, mais aussi ils prennent quelque part la place en réanimation de quelqu'un qui en a besoin. Alors pas un polytraumatisé, un accident de la route qui trouvera un lit, hein, mais parce que sinon on arrêterait les autoroutes, on arrêterait tout. Mais par contre, on s'arrêterait de fonctionner. Par contre, effectivement, il y a des gens qui, par cette attitude-là, vont malheureusement être obligés de décaler leur intervention parce qu'on n'aura pas cette place-là. Et je crois que c'est cette prise de conscience globale. C'est-à-dire que je ne me vaccine pas, d'accord, mais qu'est-ce que ça impacte pour les autres ? Vous parlez de courage politique. Aucun candidat, ni Valérie Pécresse ni les autres, n'a mis dans son programme cette obligation vaccinale qui, pourtant, parle de plus en plus au grand public. Je ne sais pas, je n'ai pas lu les programmes de tout le monde. Après, je n'ai pas vu du tout. Bon, d'accord. Après, le mois d'avril, je m'excuse, mais pour le coup, c'était pas maintenant qu'il fallait le faire, c'était dès le début de la vaccination. Donc, on a commencé à annoncer, à mon sens d'ailleurs beaucoup trop tôt, c'était fin 2020 la vaccination. Elle s'est mise en place en janvier 2021. En tout cas, moi, j'ai ouvert le premier centre de vaccination en janvier 2021. Et c'est à ce moment-là qu'il lui aurait fallu cadrer l'aspect législatif. C'est là qu'il fallait légiférer pour effectivement rendre cette vaccination obligatoire ou pas. C'était probablement un moment difficile à passer, mais ça créerait beaucoup moins de confusion parce que là, on voit bien que ce n'est pas la véracité du virus. Il contamine tout le monde, mais c'est surtout la désorganisation sociale que ça entraîne. On a encore eu un bel exemple hier avec la grève des enseignants qui a beaucoup désorganisé la vie sanitaire et la vie économique de notre pays. Alors, les députés devraient adopter le pass vaccinal normalement la semaine prochaine. Vous avez siégé, Yannick Noder, à l'Assemblée départementale. Vous siégez actuellement. Vous n'avez pas été élu avec Jean-Pierre Barbier ? Non. Excusez-moi. Je m'entends très bien avec Jean-Pierre Barbier, mais moi, c'est la région, en fait. Bon, aujourd'hui, vous êtes à l'Assemblée régionale. L'échelon supérieur, en tout cas, c'est l'Assemblée nationale. Vous aviez été candidat aux législatives en 2017 sur votre circonscription, la 7e de l'Isère. Est-ce que vous le serez à nouveau en juin prochain ?
Je crois que c'est, alors sans langue de bois, c'est pas le moment d'en parler parce que au-delà d'une candidature individuelle, vous l'avez dit, je suis président d'un parti politique isérois qui a 10 circonscriptions. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux vous dire que naturellement, le calendrier est évoqué, que naturellement, nous travaillons sur le sujet et je peux naturellement vous dire que, bah oui, les choses sont posées, organisées pour les 10 circonscriptions. C'est-à-dire que vous avez déjà les 10 candidats Bien sûr, fléchés. les 10 circonscriptions sont effectivement organisées grâce à un travail avec l'ensemble des délégués de circonscription, les cadres du mouvement, les élus locaux, départementaux, régionaux, les parlementaires, le président du département. Et que, au vu, je pense que c'est ça aussi que de faire de la politique et de continuer à avoir un pied dans la vie de tous les jours. C'est que je pense que c'est pas le moment de parler de qui sera candidat aux législatives. Je pense que on voit bien, il n'y a pas vraiment de frémissement encore sur les campagnes présidentielles. On parle de la présidentielle, mais je pense que c'est encore pas le calendrier. Je pense qu'il faut passer, il faut voir où est-ce que nous en serons fin janvier par rapport à l'épidémie. Et puis, je pense qu'il y aura... En tout cas, ce n'est pas le calendrier des Républicains que d'annoncer ces candidats. Maintenant, en tout cas, le travail est fait. Nous avons une organisation qui permettra de couvrir les 10 circonscriptions de l'Isère, mais chaque chose en son temps, et vous serez obligé de me réinviter pour que je vous annonce les 10 Votre noms. candidature, si j'ai bien compris, la 7e de l'Isère, c'est celle où la droite avait failli conserver cette circonscription lors des précédentes élections. Hein. Ça avait été serré, 48-52 entre vous et Monique Limon. Il y avait la vague En Marche à l'époque qui avait raflé l'ensemble des circonscriptions. On rappelle qu'il n'y a aucun député isérois chez les Républicains. En ce moment, il y a juste 2 sénateurs et puis 3 maires parmi les grandes communes de plus de 10 000 habitants de l'agglo. Donc, Puis quelques élus départementaux et puis régionaux. voilà, vous avez aussi des heures. Mais je pense que symboliquement, s'il y a une circonscription sur laquelle les Républicains peuvent reprendre la main, c'est la vôtre, c'est la 7e. Mais vous pourrez tourner votre question dans tous les sens. Mais quel que soit le candidat, je crois qu'il y a un calendrier, nous allons nous y tenir, puisque globalement, de toute façon, le mois de janvier est quand même encore un mois vraiment dans la crise sanitaire. Je pense qu'il ne faut pas griller les étapes. Moi, je suis très content sur l'aspect politique, que finalement, on soit tous unis derrière notre candidate. Elle a finalement inauguré son QG de campagne et tout ça que le 4-5 janvier, pour une élection qui aura lieu le 11 avril. Donc, je pense que les élections législatives auront lieu au mois de juin. On n'est pas obligé de précipiter les annonces, surtout que, encore une fois, à part le milieu peut-être journalistique, le milieu politique s'occupe de ces échéances. Moi, personne au quotidien me pose la question des législatives du mois de juin. Ça n'est pas le sujet des Français actuellement. Bon, il y a certains de vos collègues qui ont quand même démarré en Isère, hein, je crois, dans la circonscription de Vienne. Oui. Candidat républicain a lancé sa campagne. Ce qui chacun après voit aussi en fonction. Il n'y a pas de consigne, mais à un moment, disons qu'à un moment, le positionnement départemental se fera d'ailleurs au diapason du national, puisqu'il y aura un congrès probablement en février des Républicains, qui fera l'annonce de l'ensemble des candidats sur toutes les circonscriptions de France et sur tous les départements. Donc l'Isère sera au diapason du national, mais n'a pas de nécessité d'être là 6 semaines avant. Alors, avant de vous interroger comme un futur probable candidat aux législatives, on va revenir avec votre casquette régionale, la région qui a voté fin décembre son premier budget primitif de ce nouveau mandat, l'ère 2 de Laurent Wauquiez. C'est pratiquement 4 milliards d'euros, c'est beaucoup d'argent. Quelles vont être les priorités de ce premier budget ? Je crois que ce premier budget, il est dans l'ADN des précédents. Tout d'abord, c'était une région qui est bien gérée. Et quand on dit ça, et quand effectivement, des indicateurs, des agences de notation l'ont dit, la région la mieux gérée de France, c'est pas complètement pour mettre des lauriers à Laurent Wauquiez. C'est vrai que le président a donné un ton qui est globalement de diminuer les dépenses de fonctionnement, 1 milliard d'euros qui a été économisé sur le mandat précédent, et surtout, mais au profit de qui et de quoi ? Des politiques régionales avec un investissement
quand nous avons repris la région, l'investissement était globalement autour de 800 millions d'euros par an. Il est passé à 1,4 milliard d'euros. Et ben, c'est pour les Rhône-Alpins et les Auvergnats. Donc ça se traduit comment? Sur un certain nombre de marqueurs. On en a parlé. On a parlé de la sécurité. Donc ça fait partie des sujets. Les violences faites aux femmes, la sécurité des lycées, des RER, du transport, certes. Mais il y a aussi deux grands plans, d'ailleurs, où je trouve que vous n'en parlez pas suffisamment, si je peux me permettre. Il y a eu un grand plan en septembre sur l'emploi, puisque la formation reste une des compétences de la région. Et on peut pas visiter, alors on est en période de Covid, mais on ne peut pas visiter une entreprise sans que globalement, eh bien, en fait, le chef d'entreprise, quelle que soit la taille d'entreprise, vous annonce ses difficultés à recruter. Et en même temps, bien, vous avez des gens qui ont des difficultés à trouver de l'emploi. Donc, je pense qu'il y a eu un grand plan sur la formation pour faire, pas une formation pour sortir des gens artificiellement des chiffres du chômage, les mettre dans une formation qui ne mène à aucun emploi, mais vraiment un travail de précision pour faire l'adéquation entre l'offre d'emploi et la demande et pour employer sur les métiers en tension. Ça, c'était à peu près en septembre. Et puis, il y a eu, lors de la session de décembre, alors c'était en visio, c'était au moment du vote du budget, un grand plan sur effectivement l'activité économique, sur de relocaliser l'emploi en région. Derrière tout ça, on a bien vu que la crise sanitaire avait posé des questions de souveraineté, notamment sanitaire. On parlait des masques tout à l'heure. On a manqué de masques en France. On a manqué de beaucoup de choses. Je pense qu'on doit réindustrialiser. On ne doit pas faire le pari d'avoir que les cols blancs. Il faut on est la première région industrielle de France. Il faut qu'on conforte cet axe-là et qu'on relocalise des emplois et qu'effectivement, on assure une certaine souveraineté. On le fait déjà sur un certain nombre de sujets puisque nous soutenons ici, particulièrement à Grenoble, la filière de la microélectronique, avec notamment la vallée du Grésivaudan chez Soitec, chez ST Micro, en lien avec le CEA, mais aussi en lien avec notre université. On a la chance d'avoir ici une université qui est classée parmi les meilleures au rang mondial. Donc tout cet écosystème est très consommateur d'investissement, de recherche, de développement, de financement. Donc les économies permettent d'investir là-dessus. Donc toute la partie économique. Et puis on a un autre secteur qui est l'environnement, avec clairement une volonté affichée d'être leader européen sur notamment l'hydrogène et toutes ces déclinaisons qui vont finalement vers la microélectronique embarquée de l'automobile, qui sont les batteries, pour effectivement être vertueux. Et on peut faire de l'écologie pragmatique qui crée de l'emploi plutôt qu'une écologie plus punitive. Donc tout ça, à mon avis, l'adéquation des emplois, de l'offre et de la demande, la création d'emplois sur les domaines qui en créent beaucoup, la microélectronique, l'environnement, l'hydrogène, c'est là-dessus. Et puis sur la santé, puisque vous savez que c'est du champ régalien, normalement c'est de la compétence de l'État, mais nous avons vraiment souhaité justement financer toutes les initiatives locales par les élus locaux, par les professionnels de santé qui apportent du soin en proximité pour éviter tout d'abord et pour combler les déserts médicaux et puis surtout éviter que les hôpitaux, les cliniques, les urgences soient surchargés par malheureusement des actes qui peuvent se faire en ambulatoire et qu'on réserve bien les urgences aux vraies urgences. Alors la région qui a aussi lancé un plan montagne. 100 millions d'euros, vous faites bien de me le rappeler. Pour essayer de trouver un nouveau modèle économique, en tout cas pour les stations menacées de ne plus avoir de neige dans les décennies à venir. C'est pas facile d'ailleurs de trouver ces nouveaux modèles économiques. Tout le monde cherche et tâtonne un petit peu. Il va falloir aussi inventer un nouveau modèle économique près de chez vous, sur votre territoire, à Roibon, où après 15 ans de démêlés judiciaires, le projet d'un village vacances dans les Chambarans, dans cette forêt magnifique, a définitivement été abandonné par son promoteur Pierre et Vacances, laissant le village de Roibon un peu dans l'expectative. Il y a beaucoup de gens qui s'interrogent sur l'avenir de ce territoire. Avec le recul, est-ce que vous vous dites que ce n'est pas finalement une sage décision aujourd'hui, en 2022, de ne pas s'être lancé dans ce projet d'aménagement touristique important ? Je vais vous faire une réponse globale sur vos deux sujets. Tout d'abord, le réchauffement climatique, je pense qu'il faut être clair, tout le monde en prend bien conscience tous les jours et vous prenez les mêmes discussions il y a 15 ans, ce n'était pas celle-ci. Donc, arrêtons de penser qu'il n'y a que les écologistes
qui ont compris qu'il y avait du réchauffement climatique. Détendons-nous. Il y a un plan 100 millions d'euros pour la montagne. On n'est pas... je trouve qu'on caricature. Alors, il n'y a pas les méchants élus de droite qui sont derrière des canons à neige et puis les gentils élus écologistes qui font de la nature. Je pense que là, quand même, c'est une caricature. Je pense que les 100 millions d'euros, eh bien, c'est justement de pouvoir permettre, en fonction de l'altitude de la station, en fonction des forces vives du territoire, de permettre une activité économique qui fonctionne naturellement en hiver, mais aussi sur les 4 saisons. Arrêtons de caricaturer les dossiers. Sur Center Parcs, c'est un peu la même histoire. C'est un dossier, moi, que j'ai irrité dans les fusions d'intercommunalités. Je pense que, globalement, aller maintenant en congé sous une bulle n'est plus le sujet actuellement. Donc, moi, ce que je trouve dommage, c'est que ce sujet s'est enlisé pendant une quinzaine d'années. Moi, je suis un élu républicain au sens de la République, donc je respecte les décisions de justice. Moi, j'ai surtout volonté de réconcilier le territoire, puisqu'il y a globalement les pro-Center Parcs et les anti-Center Parcs. Nous, Bièvre-Isère Communauté, que je préside avec ses 74 élus et les 54 maires du territoire, on a pris nos responsabilités, puisqu'en accord avec la commune de Roibon, nous avons décidé d'acheter les terrains, de racheter les terrains pour avoir une maîtrise de ces 200 hectares. C'est pas rien sur un territoire, 200 hectares. Et puis de pouvoir, alors avec l'aide, je le redis aussi, du département de l'Isère et de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui participent financièrement parce que c'est un coût, c'est 500 000 euros d'acquisition foncière. Et pour en faire quoi alors? Eh bien pour en faire ce que les gens voudront en faire. Et ça, je crois que c'est très important. Nous allons délibérer. Ils n'ont peut-être pas tous la même mais on est bien d'accord. C'est pas ce que j'ai dit d'ailleurs. Le 31 janvier, 30 ou le 31 janvier, nous avons un conseil communautaire. Nous allons délibérer pour cette acquisition. Nous allons redélibérer puisqu'en fait, il y avait eu des erreurs sur le référencement des parcelles. Donc, nous allons délibérer. Et ensuite, tranquillement, moi, je vais pouvoir mettre autour de la table. Par contre, il faudra que tout le monde accepte de venir discuter du sujet. Eh bien, nous mettrons les associations environnementales, nous mettrons les chasseurs, nous mettrons les pêcheurs, les vététistes, les promeneurs. Nous mettrons aussi les forestiers, tous les gens qui travaillent aussi la forêt. Nous mettrons les élus locaux. Et puis, je suis malheureusement pas naïf. Je sais bien qu'il ne faudra pas qu'une seule rencontre. Mais je pense que si on peut globalement, en mettant le temps qu'il faut, en dépassionnant les débats, trouver une solution pour que cet espace de 200 hectares puisse être partagé entre tous, je pense qu'on peut trouver quelque chose qui dynamise le territoire, qui soit source ludique, qui ne lutte pas, qui ne va pas vers une imperméabilisation supplémentaire des sols, puisque les nouvelles lois sont arrivées là-dessus. Donc je pense que sur des thématiques d'agro-branche, sur des thématiques de logement atypique, on peut trouver probablement des zones de convergence. Et puis surtout, il faut que l'espace soit vraiment partagé entre tout le monde. Moi, je pense que le temps fait évoluer chacun. Il faudra que chacun fasse un pas vers l'autre. En tout cas, moi, c'est dans cette dynamique que je m'inscris avec l'ensemble de mes vice-présidents au niveau du bureau de la collectivité. Et puis nous verrons. Vous me réinviterez là aussi pour faire un point sur le sujet. En tout cas, on va essayer de travailler. Il ne faudra pas 15 ans pour que ça aboutisse. Il ne faudra pas 15 ans. D'un autre côté, je pense que 15 ans, ça a beaucoup clivé les gens les uns contre les autres. Donc, je pense que finalement, le temps de prendre toutes ces délibérations, le temps d'acheter les terrains, permet aussi à chacun, en tout cas, moi, je tiens à le dire, parce que quand on ne fait pas de concertation, on se fait engueuler. Et quand on organise une concertation, j'entends déjà des petites musiques qui disent que tout est ficelé. Donc, on ne sait plus ce qu'il faut faire. En tout cas, moi, je peux vous dire qu'il n'y a aucun Center Parc bis qui est prévu de revenir et qu'on modifiera les documents d'urbanisme qui régissent la constructibilité de ces terrains-là en fonction que le projet qui sortira de ces concertations et qui sera peut-être soumis d'ailleurs à un avis des concitoyens du territoire et notamment de la population de Roibon que je voudrais surtout saluer parce qu'ils ont beaucoup supporté ces conditions difficiles et notamment avec beaucoup d'attaques de leur centre-ville, beaucoup de rêves partis, enfin beaucoup de nuisances et je trouve qu'ils ont été courageux dans cette période. Ouais, les zadistes qui étaient restés effectivement plusieurs années sur le territoire. On change de sujet. Je voulais vous interroger en tant que vice-président de la recherche et l'enseignement supérieur.
sur une des affaires qui a défrayé la chronique ces dernières semaines, c'est celle de Sciences Po Grenoble. La direction de l'établissement a suspendu pour 4 mois un de ses professeurs, Klaus Kinsler, un professeur d'allemand qui avait été accusé l'an dernier par une partie des étudiants d'être islamophobe. En représailles à cette décision, la région a décidé de suspendre les aides qu'elle apportait à Sciences Po Grenoble. Je crois que c'est à peu près 100 000 euros par an, je crois. Vous soutenez cette décision de Laurent Wauquiez de sanctionner l'école grenobloise? C'est une décision qu'on a évoquée. Heureusement que le vice-président ne découvre pas les décisions dans le journal. Vous étiez en phase avec lui? On était en phase, mais pourquoi? Déjà, je tiens à préciser que ce n'est pas du tout une sanction sur les étudiants de Sciences Po. Tous les étudiants sont traités de la même façon. C'est la direction qui est visée, clairement? Mais clairement, on est clairement dans une dérive. Je pense qu'il faut quand même... j'ai beaucoup de pensées pour tous les étudiants de Sciences Po Grenoble et des professeurs de Sciences Po qui sont la grande majorité silencieuse, qui essayent soit de faire leur travail, soit de suivre le renseignement. Et j'espère qu'on n'est pas en train de marquer le CV des futurs étudiants qui seront demain en recherche d'emploi dans la vie, en disant, mon Dieu, Sciences Po Grenoble, et qu'il y ait une stigmatisation parce qu'on a fait ses études à Sciences Po Grenoble. Et derrière Sciences Po, il y a aussi Grenoble, donc Grenoble, le territoire, l'Isère. Donc, je pense qu'il y a une dérive complète, idéologique, je pense que, voilà, je ne vais pas remettre de la polémique à la polémique, mais je pense qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience des instances de direction. Le départ de la directrice, clairement. Ouais, ça ne m'appartient pas, c'est une décision de la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Enseignement. Donc moi, je n'ai pas chacun à sa place. En tout cas, nous, ce qu'on veut dire, vu de notre position régionale, c'est qu'on ne cautionne pas cette dérive, qu'il faut laisser les étudiants, entre guillemets, tranquilles et les professeurs à Sciences Po prendre les bonnes décisions et que de ce fait-là, eh bien, nous avons suspendu nos financements et puis que nous verrons un petit peu qu'est-ce que l'État décide sur ce sujet épineux. Vous avez été étudiant à Sciences Po, Yannick Noder? Oui, mais alors dans le cadre de la formation continue, donc non, j'ai quand même fait médecine surtout. D'accord, j'avais vu ça passer aussi dans votre CV, mais je l'ai fait effectivement dans le cadre de la formation continue, puisque quand j'ai pris mes responsabilités de chef de pôle, effectivement, pour être chef de pôle, il faut être médecin, donc ça allait, mais il fallait une formation managériale et effectivement, il nous avait été proposé des modules de formation à Sciences Po. C'est à 2 arrêts de tramway de l'hôpital, donc c'était pratique et je pense que c'est ça aussi le côté Sciences Po, de pouvoir faire de la formation continue. Et moi, je ne suis pas allé à Sciences Po en formation continue avec d'ailleurs beaucoup de cadres de l'hôpital et ça continue ce partenariat, ou en tout cas, il a été là, pas pour disserter sur l'islamo-gauchisme, mais pour globalement sortir avec un bagage supplémentaire pour faire face à de nouvelles missions. Et quand vous dirigez un pôle hospitalier volumineux comme celui que j'ai, effectivement, tout n'est pas qu'au-médical. Un petit mot rapide sur une de vos compétences, c'est l'innovation. La semaine dernière, une trentaine de startups de la région ont participé au CES de Las Vegas, qui est le plus grand salon international de l'innovation. Il y avait parmi elles plusieurs entreprises iséroises comme BFC, qu'on voit là en image, qui développe une pile qui fonctionne avec du papier et des enzymes. Une pile qui est donc recyclable et qui peut servir notamment dans le domaine de la santé, qui se déclenche au contact de la sueur, par exemple. Alors, il y a beaucoup d'innovations originales dans notre région. La région, rapidement, comment elle aide ce secteur de l'innovation? C'est quoi son rôle? Alors déjà, il y a eu un temps fort, c'est qu'au moment de cette crise sanitaire que nous traversons, je pense qu'il y a eu un message fort, c'est que le président Laurent Wauquiez s'est rendu au CES de Las Vegas. Il est sur place. Alors il est rentré, je vous rassure, il est rentré. J'ai réunion avec lui à 17h, donc il faut que je me dépêche pour justement débriefer sur l'innovation. Je pense qu'on a tous les ingrédients en Auvergne-Rhône-Alpes, particulièrement ici à Grenoble, sur ce département, avec des centres de recherche, je l'ai dit, de très haut niveau, des équipements européens de très haut niveau, avec le synchrotron, avec l'Institut Loulangevin, avec le BML. On a beaucoup d'équipements européens. On a une université de haut rang mondial, donc je pense qu'on a un écosystème avec un CHU qui est là. On a des entreprises clairement établis, qui sont des leaders et il faut qu'on les aide à rester le leader de leur discipline.
Soitec, ST Microélectronique sur cette versant-là. On l'a vu avec Aledia sur les écrans. On l'a vu avec l'INRED sur les infrarouges. Je pense qu'on est synchro. Tiens, vous aviez... Voilà, donc je pense qu'on a investi sur des secteurs stratégiques qui assurent la souveraineté européenne, je le redis, puisque face au marché asiatique et au marché américain, c'est grâce à ces centres en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc Auvergne-Rhône-Alpes peut être considéré dans le top 5 des régions innovantes en Europe, et on fait partie des 4 moteurs pour l'Europe, donc tout ça a une signification. Donc je pense que cette entreprise que vous soulignez, eh bien, il y en avait une trentaine dans la délégation accompagnée par le président de région. Il y a un petit tropisme, effectivement, isérois. Et je crois que l'idée de tout ça, pour nous, c'est effectivement de permettre de faire une région d'ingénieurs, de chercheurs qui vont permettre rapidement de passer de la paillasse, du laboratoire au lit du malade, dans ce qui est le secteur de la santé, mais rapidement des travaux de recherche, comme sont faits dans les laboratoires de recherche, à rapidement de l'industrialisation avec un continuum qui est important pour nous. C'est donc cette recherche, cette innovation puisse rapidement donner lieu à la transfert de technologie, de l'industrialisation et de la création de valeur, et on doit accompagner toutes ces étapes de la transformation, que ce soit par des budgets recherche-innovation, mais aussi de pouvoir accompagner aussi toute la formation, puisque tout ça génère, je l'espère, de l'emploi sur le territoire, avec la création de nouveaux métiers, souvent, puisque dans toutes ces startups, globalement, ensuite, il y a un tiers d'opérateurs, un tiers de techniciens, un tiers d'ingénieurs, dont il faut que l'on puisse faire face à toute la chaîne de formation. Donc, dans nos différents plans de formation, plans de recherche, plans d'emploi et plans d'industrialisation, dans le cadre d'ailleurs de mesures européennes qui s'appellent les fonds européens, les IPCEI, eh bien, nous contribuerons avec des montants significatifs, mais pour vraiment que la valeur ajoutée, la création, tout ce qui est financé en Auvergne-Rhône-Alpes au titre de la recherche, de l'innovation, eh bien, puisse produire de l'emploi en Auvergne-Rhône-Alpes. Et cette souveraineté, cette volonté régionale, nous l'assumons pleinement. Allez, pour finir, je vais vous proposer une petite carte blanche, comme on le fait à chacun de nos invités, un sujet qu'on n'a pas évoqué, que vous avez envie d'aborder rapidement, parce qu'on a déjà un petit peu débordé. Yannick Noder, je crois que vous vouliez rester dans le domaine médical. C'est quand même mon champ, ça fait 30 ans que je suis à l'hôpital, oui, je vais parler de la santé. Non, c'est simplement que je pense que c'est pour rebondir par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, sur Bièvre-Isère, donc 750 km², 60 000 habitants, un territoire qui n'a pas de structure d'hospitalisation, c'est un point important, il faut se rendre soit à Bourgoin, soit à Voiron, soit à Grenoble. Je crois qu'il y avait, moi j'ai favorisé une initiative qui était de mettre une consultation sans rendez-vous pour de l'urgence. On peut avoir tout un tas de problèmes médicaux qui sont urgents, pas de pronostic vital en jeu, mais une otite, une infection urinaire, une suture, une infection ORL, c'est urgent parce que si on a un rendez-vous dans 3 semaines, en général, ça serait aggravé ou ça s'est réglé spontanément. Donc on a mis en place cette consultation sans rendez-vous. Ça a bien marché puisque rapidement, 30, 40, 50, 60, 70 patients par jour. Et en fait, on l'a étendu et maintenant, on a un vrai service depuis le 3 janvier de 10h du matin à 22h, tous les jours, du lundi au dimanche, c'est-à-dire samedi et dimanche, 7 jours sur 7, dimanche inclus. Et il y a à peu près 80 patients qui sont pris en charge par 11 médecins qui se relaient. Ils sont généralistes, ils sont urgentistes. Donc tout ça est fait grâce effectivement à l'apport des collectivités, donc sur le territoire de Bièvre-Isère, grâce à l'aide de la municipalité, Saint-Étienne-de-Saint-Joire et son maire, que je remercie et que je félicite encore, et puis des aides de la région pour permettre l'acquisition par la collectivité de ce lieu et de son équipement. Et puis surtout, ça permet, je l'ai dit, de prendre 80 patients par jour du territoire, de rendre service. Et ça a 2 effets tout de suite bénéfiques. C'est qu'on voit que l'ensemble des médecins du territoire, ils voient un intérêt puisque ça désorganise moins leur activité. Ça diminue la charge sur eux, sur toute cette non-programmation qui se surajoutait sur leurs consultations journalières. Et puis surtout, ça évite le recours aux urgences, et notamment les urgences de Voiron, qui sont en grande difficulté. Et donc, qui ne sont pas ouverts tout le temps, faute de professionnels de santé, de personnel, médicaux, paramédicaux. Donc, si on a du difficulté à recruter du personnel à l'hôpital, médical ou paramédical, peut-être qu'il faut
diminuer le nombre de patients qu'on leur envoie sans prendre de risques. Et c'est le but de ces centres de consultation sans rendez-vous, puisque globalement, journalièrement, ça soustrait 40 patients qui seraient allés aux urgences de Voiron. Donc je pense que la mission, elle est réussie et elle est triplement réussie, puisque tout d'abord, c'est une offre de soins de proximité, bien qu'on voie que des patients viennent relativement finalement d'assez loin, bien au-delà du périmètre de Bièvre-Isère, mais vous avez une solution immédiate. Ça permet de soulager les médecins et les professions médicales du territoire, donc ça favorise l'installation de nouveaux professionnels qui ne se retrouvent pas tout de suite dans une dose de tension. Puis le troisième effet, c'est que ça permet de décharger un peu les collègues qui sont aux urgences de Voiron ou de Bourgoin. Donc je pense que ça fait partie des modèles, je ne sais pas si c'est dans un programme présidentiel ou pas, mais en tout cas de la consultation non programmée avec un plateau de biologie à proximité, ce qui est le cas, et un plateau de radiologie, je pense qu'on règle une grande partie des problèmes locaux sans avoir recours à l'hospitalisation. Il faudra proposer à Valérie Pécresse de venir faire une visite de campagne dans votre... Mais je me demande si ce n'est pas déjà programmé. Ah voilà, vous nous tiendrez au courant, on viendra avec plaisir découvrir ce nouveau centre de santé un peu particulier en Isère. Dernière mission, Yannick Noder, poser une question à notre invité de la semaine prochaine, ce sera Michel Savin, sénateur Les Républicains de l'Isère. Donc j'imagine que vous le connaissez très bien. Il est là derrière cette caméra, il vous écoute. Alors non seulement je le connais très bien, mais je l'apprécie beaucoup. Donc je suis très heureux de pouvoir m'adresser à toi, Michel. Alors je sais que tu es passionné de sport, que ton activité parlementaire et sénatoriale est souvent orientée vers cette discipline. Alors bon, j'ai réfléchi un petit peu à la question qui tournera autour des Jeux Olympiques. Donc comment tu vois les Jeux Olympiques 2024 à Paris, notamment sur l'aspect territorial? Comment l'Isère peut tirer son épingle du jeu des Jeux Olympiques 2024 à Paris? Et puis, d'une façon plus lointaine, que penses-tu d'une candidature qui irait du Vercors jusqu'à la Maurienne, puisque la région Auvergne-Rhône-Alpes est une terre de Jeux Olympiques, puisque 1924 Chamonix, 92 Albertville, 68 à Grenoble. Comment tu verrais une candidature des Alpes, du Vercors, de la Chartreuse jusqu'au massif de Savoie pour les futurs JO d'hiver 2026-2030? Et bien voilà, merci Yannick Noder. Michel Savin vous répondra la semaine prochaine dans le QG politique, le vendredi à 21h15, rediffusion le samedi à 13h, le dimanche à 19h et en replay sur le site télégrenoble.net.